Merci à toutes et à tous de nous rejoindre dans l'édition de l'information de ce mercredi sur A12. Voici les titres de ce journal. Berlin va accroître son aide matérielle et financière à l'Ukraine. Lors d'un déplacement à Kharkiv ce mardi, la chef de la diplomatie allemande Annalena Baerbock en a donné l'assurance à son homologue ukrainien. La Croate face au spectre de l'inflation galopante après le passage à l'euro. À Zagreb comme ailleurs dans le pays, beaucoup s'interrogent sur l'impact de la monnaie européenne sur la hausse des prix constatée ces derniers jours sur le marché. Dans l'actualité sportive, l'attaquant ivoirien Sébastien Haller devrait réapparaître sur les terrains dès le 22 janvier prochain. Il semble mieux se porter au fil des séances d'entraînement avec son club, le Borussia Dortmund. De passage à Kharkiv ce mardi, la chef de la diplomatie allemande Annalena Baerbock a annoncé l'envoi par son pays d'une importante aide financière et matérielle composée de générateurs, de transformateurs électriques et d'équipements pour alimenter le réseau Internet en Ukraine. Les détails dans ce reportage. Pour la ministre allemande des Affaires étrangères, Kharkiv est le symbole de la folie absolue de la guerre d'agression russe en Ukraine. Annalena Baerbock s'est rendue dans cette ville durement touchée du nord-est, située près de la frontière avec la Russie, ce mardi. Elle s'est engagée à l'envoi de nouvelles aides, notamment des générateurs et transformateurs électriques, et une enveloppe pour le développement du réseau Internet. Mais sur place, à ses côtés, son homologue ukrainien, Dmytro Kuleba, a insisté sur la livraison de chars allemands. Moscou ne cache pas son agacement face aux armes occidentales fournies à son ennemi. Mardi, son ministère de la Défense a affirmé avoir détruit des radars et systèmes d'artillerie américains sur le front à Donetsk dans l'Est. La Russie a également détruit un bâtiment de plusieurs étages dans une zone résidentielle de Kherson, ville qu'elle a occupée pendant plusieurs mois jusqu'en novembre. Depuis sa reprise par les autorités ukrainiennes, des abris de fortune ont été mis en place afin de loger les victimes des bombardements russes récurrents. Dans la région de Donetsk, les forces russes s'acharnent aussi à conquérir Bakhmout et ses environs, y compris la ville voisine de Soledar. Des journalistes ukrainiens font écho d'âpres combats entre l'armée ukrainienne et les soldats russes appuyés par des troupes du groupe paramilitaire Wagner. On prend la direction de Ouagadougou où s'est rendu ce mardi Chrysoula Zakharopoulou, secrétaire d'État auprès de la ministre française des Affaires étrangères. L'objectif de ce déplacement était clair, calmer les tensions avec le Burkina. Depuis le 20 décembre dernier, le Burkina réclame le départ de l'ambassadeur de France. Le point dans cet élément. Tenter l'apaisement avec le Burkina Faso en proie aux violences djihadistes, c'est l'objectif principal de la visite de la secrétaire d'État auprès de la ministre française des Affaires étrangères à Ouagadougou. Chrysoula Zakharopoulou s'est longuement entretenue avec le président de la transition, le capitaine Traoré. La France reste disponible, mais elle n'impose rien, a-t-elle assuré à la fin de cet entretien. Je suis venue pour porter un message clair. Celui de la constance, de l'engagement de mon pays, de la France, dans un moment existentiel. En cohérence avec ces messages, la France reste engagée sur tous les plans humanitaires, sécuritaires, développement, au degré et dans les formes qui souhaiteront les autorités burkinabées. A été évoqué également Sabre, le contingent des forces spéciales françaises basé dans la région de Ouagadougou. Concernant alors Sabre, nous restons présents aussi longtemps que notre présence est souhaitée. Les militaires de Sabre sont bien présents en accord avec les autorités du pays. Nous sommes dans un pays souverain. C'est au pays de déterminer le choix de ses partenaires. L'opération Sabre compte près de 400 forces spéciales françaises. En octobre dernier, plusieurs centaines de Burkinabés avaient manifesté pour exiger le retrait de ce contingent. Cette visite d'un membre du gouvernement français intervient donc au moment où la France est contestée au Burkina Faso et alors que la question d'un rapprochement avec la Russie se pose dans ce pays déstabilisé par les violences djihadistes depuis 2015.
En Israël, le chef du gouvernement Benjamin Netanyahou s'est rendu hier mardi à la frontière nord de son pays avec le Liban. Pour le leader de la coalition de droite au pouvoir, il s'agissait d'inspecter l'état moral des troupes de Tsahal et de mettre en garde l'Iran et ses alliés dans la région. Reportage. De retour au pouvoir, Benjamin Netanyahou maintient son cap. Pour sa première sortie en tant que chef du gouvernement, la destination n'est pas choisie au hasard. Accompagné de son ministre de la Défense, il s'est rendu à la frontière nord d'Israël et son message est clairement adressé à l'Iran. L'ennemi principal auquel nous sommes confrontés, c'est le régime terroriste qui règne en Iran et ses métastases en Syrie et au Liban. Nous sommes déterminés à combattre les tentatives de l'Iran de développer un arsenal nucléaire et à lutter contre toute tentative de l'Iran de s'établir contre nous sur notre frontière militaire nord en Syrie. Nous sommes déterminés à combattre les tentatives du Hezbollah de perpétrer des agressions contre nous depuis le Liban. Ceux qui ont besoin qu'on leur rappelle nos lignes rouges seront avertis. De son côté, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a lui aussi rappelé que la sécurité dans le nord d'Israël était un enjeu important. Je suis venu avec le Premier ministre au commandement Nord pour surveiller de près l'état de préparation de Tsahal et des services de sécurité face à l'évolution des défis sécuritaires. Nous agirons fermement contre toute tentative de nuire aux citoyens israéliens et aux soldats de Tsahal. Un peu plus tôt, le Premier ministre et le ministre de la Défense ont rencontré des combattants. Ils en ont profité pour les remercier de leur dévouement pour la sécurité de l'État d'Israël. Cette visite intervient dans un contexte sécuritaire toujours tendu dans le pays. Et malgré la continuité de l'opération Briser la vague en Cisjordanie, le danger pour les forces de sécurité comme les politiques reste encore la frontière nord, notamment le Hezbollah et les menaces répétées de son chef Hassan Nasrallah, qui n'hésite pas à maintenir la pression sur Israël. En Europe, on se barricade de plus en plus face à la résurgence de la pandémie de la Covid en Chine. Les voyageurs en provenance de la Chine sont autorisés à fouler le sol européen, mais non sans avoir présenté au préalable un test PCR négatif. Reportage. Un vol en provenance de Pékin vient d'atterrir à Bruxelles, après presque 3 ans de fermeture des frontières à cause de la pandémie. Les passagers en provenance de Chine sont désormais libres de se rendre en Europe. Mais les inquiétudes concernant de nouvelles infections ou variants s'intensifient. Certains États membres, comme la Belgique, ont imposé de nouvelles mesures, telles que la demande d'un test négatif avant le voyage. Mais cela n'a pas découragé les voyageurs chinois. J'ai été surprise. Je pensais que c'était fini. Je veux dire, le corona, toute la campagne est passée. Et maintenant, c'est comme si je revivais les 3 dernières années. Ils attendent devant la porte de l'avion et ils vérifient les résultats du test Covid. Et ensuite on passe. Ce n'est pas si difficile en fait. J'ai juste fait un test Covid négatif et voilà. Marco n'a pas vu sa femme depuis 4 mois. Elle a dû se rendre en Chine pour voir ses parents, mais n'a pas pu revenir. Le retour à la normale rend le couple heureux. Mais il s'inquiète que rien ne soit encore terminé. Je pense que c'est une étape inévitable à franchir. Après presque 3 ans de politique de verrouillage très stricte, nous verrons ce qui se passera car le nouvel an chinois arrive et il y aura une énorme migration dans le pays. Donc il y aura une autre vague d'infection. Nous n'en savons rien, nous verrons bien. La Belgique teste également les eaux usées de tous les avions en provenance de Chine, afin de mesurer les nouveaux cas, mais surtout les nouveaux variants possibles traversant les frontières. Actuellement, la France, l'Espagne et l'Italie imposent déjà des tests de dépistage aux voyageurs en provenance de Chine. D'après la Commission européenne, cette mesure serait également suivie par l'Autriche, la Suède, les Pays-Bas et la Grèce. Selon les Nations Unies, l'on estime à 5 millions le nombre d'enfants morts dans le monde en 2022 avant l'âge de 5 ans. La plupart des cas se trouvent en Afrique, alerte l'organisation, qui rappelle que le risque de mortalité infantile est 7 fois plus élevé sur le continent qu'ailleurs dans le monde. 5 millions d'enfants sont morts dans le monde avant leur 5e anniversaire en 2021. 1,9 million de bébés sont morts-nés au cours de la même période. Telles sont certaines des conclusions de 2 rapports des Nations Unies publiés ce mardi.
Ils indiquent également que les enfants continuent d'avoir des chances de survie très différentes selon leur lieu de naissance. L'Afrique subsaharienne, par exemple, est la région la plus touchée par les décès infantiles. Elle ne compte que 29% de naissances vivantes dans le monde et le risque qu'une femme ait un bébé mort-né y est 7 fois plus élevé qu'en Europe et en Amérique du Nord. Selon l'ONU, nombre de décès pourraient être évités, notamment grâce à un accès équitable à des soins de santé de qualité, aux vaccins, à une alimentation adéquate et à de l'eau potable. Et l'agence onusienne de prévenir, si des mesures rapides ne sont pas prises pour améliorer les services de santé dans le monde, près de 59 millions d'enfants et de jeunes mourront avant 2030. Cap sur la Croatie à présent, plus d'une semaine après le passage à l'euro, les populations dénoncent une hausse générale des prix sur le marché. Pour certains, c'est le changement de la devise qui est à la base de cette inflation. D'autres y voient plutôt les effets ordinaires de la loi de l'offre et de la demande. Après l'euphorie du passage à l'euro, retour à la réalité en Croatie. Comme lors d'autres passages à la devise européenne, les prix à la consommation ont augmenté. Depuis le 1er janvier, la population a bien fait la différence. Pour autant, est-ce la faute à l'euro ou bien à l'inflation galopante? La loi du marché, c'est l'offre et la demande, et c'est tout. Est-ce que c'est écrit dans la loi qu'on ne peut pas augmenter le prix? Et maintenant, ils vont le dissimuler sous l'euro, et ce n'est pas la faute de l'euro, d'autres choses sont à blâmer. Celui qui a augmenté le prix devrait revenir en arrière. Ce n'est pas juste, de toute façon c'est un désastre avec les prix. En réponse aux plaintes, les commerçants reconnaissent qu'il y a eu des augmentations, mais à cause, disent-ils, des arrondis. Nous avons arrondi les prix, quelque chose a augmenté, quelque chose a diminué. En gros, les gens ont toujours un peu plus de mal à gérer l'euro. On n'a même pas augmenté les prix, c'est normal. La conversion ne signifie pas que les prix doivent augmenter. Le président de la Chambre de commerce et d'artisanat croate défend lui les hausses de prix tant qu'elles sont justifiées. Les commerçants ont une raison valable pour augmenter les prix. L'autre question est de savoir s'ils n'ont pas respecté la loi en arrondissant les prix et s'ils ont commis une erreur. Des centaines d'inspecteurs scrutent les magasins et les marchés du pays à la recherche d'abus en matière d'arrondi. En 9 jours, seules 2 amendes ont été infligées. Les déboires judiciaires ne sont pas près de s'arrêter pour la société israélienne NSO. Ce lundi, la Cour suprême américaine a autorisé Meta, entreprise mère de WhatsApp, à poursuivre son action judiciaire contre NSO pour l'espionnage de 1400 de ses abonnés grâce au logiciel Pegasus. On fait le point dans ce reportage. NSO, l'éditeur du logiciel espion Pegasus, a perdu sa bataille juridique contre Meta. La Cour suprême des États-Unis a en effet validé l'action en justice de la maison mère de WhatsApp contre la société israélienne, accusée d'avoir pénétré sur les serveurs de sa messagerie et d'avoir par ce biais installé Pegasus sur les téléphones portables de 1400 personnes à leur insu. NSO avait saisi la plus haute juridiction américaine pour demander l'annulation de ses poursuites. Raison invoquée, elle travaillait pour le compte de gouvernements étrangers et devait à ce titre bénéficier d'une immunité judiciaire. La presse avait révélé que NSO opérait pour le compte d'États européens et que ces derniers surveillaient un homme soupçonné d'être en lien avec le groupe terroriste État islamique. Le groupe était suspecté de préparer une attaque au moment des fêtes de Noël. Dans un avis publié ce lundi, la Cour suprême a cependant refusé d'examiner le dossier et débouté la société israélienne. Nous sommes reconnaissants à la Cour suprême d'avoir rejeté le recours infondé de NSO. Nous sommes fermement convaincus qu'il viole la loi américaine et doit rendre des comptes pour ses agissements illégaux. NSO est accusé depuis plusieurs années d'avoir permis la surveillance par des gouvernements, de militants, d'activistes et de journalistes. Près de 6 mois après le drame de Melilla, la justice marocaine a condamné ce mardi 13 migrants à des peines de 3 ans de prison. Le 24 juin dernier, des milliers de migrants originaires d'Afrique subsaharienne tentaient de forcer le passage de l'enclave espagnole de Melilla. Les affrontements avec la police marocaine avaient fait au moins 23 morts. La justice marocaine a alourdi de 6 mois les peines de 13 migrants, les portant à 3 ans de prison ferme chacun. Ces 13 migrants faisaient partie d'un groupe de 2000 personnes qui avaient tenté de pénétrer par la force le 24 juin 2022 dans la cité autonome espagnole de Melilla située au nord du Maroc. Cette tentative a fait 23 morts parmi les migrants selon les autorités marocaines, 27 d'après l'Association marocaine des droits humains.
Le trou découvert dans les années 1980 dans la couche d'ozone pourrait se reconstituer d'ici 2066 selon des experts des Nations Unies, ce grâce à la limitation de l'émission de gaz à effet de serre. Cependant, les projets de géo-ingénierie destinés à lutter contre le réchauffement climatique menacent de produire des effets indésirables sur ce retour à la normale. Lui troué, l'ozone, cette barrière protectrice de la planète qui filtre les UV du soleil, en bonne voie pour se reconstituer d'ici 40 ans, selon des scientifiques de l'ONU. L'élimination progressive de près de 99% des substances interdites qui détruisent l'ozone a permis de la préserver et a contribué de façon notable à sa reconstitution dans la haute stratosphère et à une diminution de l'exposition humaine aux rayons ultraviolets nocifs du Soleil. C'est le protocole de Montréal, signé en 1987 par 195 pays, qui a notamment permis de réduire les émissions de gaz responsables du trou dans la couche d'ozone depuis le début des années 80. Des gaz émis principalement autrefois par de nombreux réfrigérateurs. Résultat, si les politiques actuelles restent en place, eh bien en 2066, le trou situé au-dessus de l'Antarctique devrait avoir disparu. Ça montre vraiment que l'environnement est fragile, que les activités humaines peuvent modifier l'environnement s'il y en a encore qui en doutaient, mais surtout ça montre qu'une fois que l'environnement est perturbé, que le système climatique est perturbé, ça prend très longtemps avant un retour à la normale. Et les experts préviennent, il faut rester vigilant dans les années à venir car la constitution complète de la couche d'ozone dépend aussi de la limitation de nos émissions de gaz à effet de serre. Quant aux techniques de géo-ingénierie, parfois envisagées pour lutter justement contre le réchauffement climatique, elles pourraient faire plus de mal que de bien. Les pèlerins soucieux de se rendre au Hajj 2023 à la Mecque en juin prochain n'auront pas à craindre les restrictions liées à la Covid-19. Mardi, le ministre saoudien en charge du Hajj a annoncé qu'aucune limitation ne sera fixée sur le nombre de pèlerins autorisés à faire le déplacement pour cet événement religieux. Des précisions avec la rédaction d'Africa News. L'Arabie saoudite n'imposera pas de limite sur le nombre de pèlerins cette année au Hajj prévu fin juin. Tawfiq al-Rabi'a, ministre du Hajj, a annoncé que le nombre de pèlerins reviendra à ce qu'il était avant la pandémie, sans limite d'âge ni de quota pour prétendre au pèlerinage. En 2022, près de 900 000 fidèles s'étaient rendus sur le premier lieu saint de l'islam contre seulement 60 000 en 2021. Enfin, cela faisait 6 mois que l'on attendait de voir ses grands débuts en Bundesliga. Traité pour un cancer aux testicules peu après son arrivée dans le club allemand du Borussia Dortmund, Sébastien Haller pourrait disputer son premier match avec ses coéquipiers dès le 22 janvier prochain. Ils sont dit prêts, on l'écoute. L'international ivoirien Sébastien Haller a fait son retour à l'entraînement du Borussia Dortmund, actuellement en stage en Espagne. Alors qu'il se remet d'un cancer des testicules, l'attaquant de 28 ans espère être prêt pour la reprise du championnat allemand le 22 janvier prochain et faire enfin ses débuts avec son nouveau club. C'est une chose que j'ai en tête depuis le premier jour. Pouvoir découvrir le mur jaune, le stade, je n'ai pas encore eu cette chance. C'était ça l'objectif, le but que je m'étais fixé. J'ai hâte d'être à ce moment. Sébastien Haller a repris l'entraînement collectif samedi dernier, alors que sa maladie avait été diagnostiquée quelques jours seulement après son arrivée de l'Ajax pour 30 millions d'euros. Ça me donne la chair de poule de le revoir sur le terrain, raconte son capitaine Marco Reus. Nous étions tous tellement contents de le voir de retour. L'attaquant ivoirien a subi 2 opérations et suivi une chimiothérapie qui l'auront éloigné 6 mois des terrains. Il attend désormais le feu vert du staff médical, lui qui n'a plus disputé un match depuis le 15 mai dernier. C'est donc terminé pour l'édition de l'information de ce mercredi. Merci de votre attention. On se retrouve demain pour un autre point de l'actualité sur A12. Au revoir.